participants que vous pouvez communiquer avec nous tout au long du webinaire en nous posant vos questions via l'onglet chat ou bien via l'onglet questions-réponses. Et nous répondrons avec les experts à l'ensemble de vos questions à la fin du webinaire. Et le replay ainsi que les supports de présentation seront partagés avec vous via la plateforme Smart Sport Challenge. Donc, merci pour votre participation. Monsieur Benouna, à vous la parole. Bonjour Nadia, merci beaucoup. Donc pour partager la présentation, donc si tu peux, s'il te plaît, Oui, c'est en cours. C'est bon? Vous avez la main. Pas encore, non. C'est bon? Maintenant? Non, toujours pas. C'est bon. Ok, parfait, merci. Présentation? Oui, Très bien. Donc bonjour à toutes et à tous. CH Bank est fier de participer à ce formidable challenge qui est l'accélération et l'adoption de l'électronique, du paiement électronique pour les opérations, pour le Smart Sport Challenge. Donc, du jour de notre présentation côté CIH Bank, M. Hakim Aboumi et moi-même, c'est de vous présenter un peu d'abord le CIH Bank, c'est qui le CIH Bank. Ensuite, vous faire un petit panorama des moyens de paiement existants aujourd'hui et voir pourquoi ces moyens de paiement ne répondent pas aux besoins de l'écosystème portuaire. Et enfin, on partagera avec vous une vision. Ce n'est pas une solution, ça reste une vision. Et on compte sur vous, chers participants, à nous apporter plus d'idées. Et n'hésitez surtout pas à la fin de ce webinaire ou pendant le webinaire à poser des questions. Et même après, si vous avez des questions sur comment la banque peut intervenir dans ce process du paiement électronique dans le monde portuaire, n'hésitez pas. Donc, qui sommes-nous? Donc, CIH Bank, peu de gens le savent, mais CIH Bank existe depuis 20 ans. Depuis 100 ans, pardon, excusez-moi, depuis 100 ans, depuis 1920. Donc, elle a été créée sous le nom de la Caisse des prix immobiliers au Maroc, mais elle est devenue CIH Bank, CIH plutôt, Crédit Immobilier Hôtelier, qu'en 1967. Et elle est devenue banque à part entière en 1988. Et avec la première crise du Golfe, on a été obligé de faire un plan de redressement vers la fin des années 90, début des années 2000. Et depuis ce moment-là, donc, CIH Bank a continué à se développer. Et en 2014, on est devenu CIH Bank avec le nouveau logo que vous connaissez tous et avec la nouvelle euh, identité visuelle. À partir de 2010-2015, on a accéléré un peu notre transformation digitale, notamment à travers des produits bancaires innovants, à usage simplifié. Donc, on a aussi été quadruple certification ISO. En termes, on a à peu près une dizaine de process certifiés, douzaine d'activités, donc 4 activités et une douzaine de process. Et en 2020, on a pu maintenir la quadruple certification sur le ISO. Voilà en ce qui concerne un peu le CIH. Nos valeurs. Donc, vous connaissez un peu le CIH aujourd'hui. Le CIH a fait de l'innovation une condition nécessaire pour sa survie. Et donc, aujourd'hui, CIH Bank a inscrit l'innovation dans son ADN, et ça avec son capital humain. Bien sûr, les hommes et les femmes, les femmes et les hommes de l'institution qui sont au cœur de notre modèle de développement. Donc, on a fait le choix de la digitalisation, aussi bien au niveau de l'offre commerciale, donc pour réinventer l'expérience client, et pour se démarquer de la concurrence. Ceci se matérialise aujourd'hui par notre slogan, à savoir la CIH Bank, la banque de demain dès aujourd'hui. L'autre valeur aussi importante que nous
partageons, à savoir c'est la performance et l'excellence. Donc, on est dans une démarche d'amélioration continue, tant au niveau des process que des produits, et aussi avec l'ensemble des parties prenantes. Et là, le dernier point, et pas le moindre, à savoir, c'est la cohésion entre la génération. Un siècle d'histoire, beaucoup d'événements, donc plusieurs générations de collaborateurs, des jeunes, des moins jeunes, et donc une famille CIH Bank qui est très, très soudée, que ce soit les anciens ou les nouveaux, donc avec une, une entraide pour mieux être efficace et aller de l'avant. Notre mission, la mission de CIH Bank, c'est d'abord répondre aux besoins de nos clients, quelle que soit la catégorie de clients, que ce soit des clients particuliers, que ce soit les professionnels des entreprises, et d'apporter une expertise et une compétence euh, à ces clients-là, expertise qui est reconnue depuis toujours, notamment pour la partie immobilière. Donc, on est conscient que le service rendu à la clientèle est un service important et qui est ancré dans notre stratégie depuis la création de la banque. Donc, en plus de ces missions-là, donc on s'est inscrit dans une logique qualité qui nous permet de certifier progressivement un ensemble de process. Pour accomplir notre mission, on s'appuie bien sûr sur nos collaborateurs, le capital humain. On a aujourd'hui près de 2100 collaborateurs qui sont à peu près la clé du développement et le levier du changement. On a un écosystème d'innovation complet qui est efficace et avec des moyens importants. Donc, à travers l'informatisation, la politique, le digital. Donc, on a une certaine agilité et c'est une certaine créativité qui permet de faire de la banque une banque ultra connectée. En termes de communication aussi, on s'appuie beaucoup sur la communication, que ce soit une communication institutionnelle ou là une communication ciblée, qui permet de soutenir l'activité commerciale des agences et de leurs équipes. Et surtout pour être visible et être la banque de nos clients. Donc aujourd'hui, on est organisé autour de 4 pôles commerciaux. On a la banque des particuliers, des professionnels, donc qui développe un peu le fonds de commerce particulier, les professionnels. Bien sûr, pour classique, développer les ressources et les produits. Euh, la banque de l'immobilier, c'est notre position historique qu'on vise à consolider. Et cette banque aujourd'hui est un des leaders pour le financement, que ce soit de la promotion immobilière ou l'accession à la propriété pour les, pour les particuliers. On a aussi une activité qui date à peu près d'une dizaine d'années. On s'est intéressé, on a élargi notre panorama à la banque de l'entreprise. C'est un métier récent, comme j'ai dit, et qui aujourd'hui contribue fortement à la diversification de notre risque et à l'amélioration de notre PNB. Et la dernière banque, c'est une banque un peu plus technique, un peu plus spécifique, c'est la banque de financement et de l'investissement. Donc, c'est essentiellement tout ce qui est corporate finance, tout ce qui est trade, tout ce qui est capital invest, c'est toute la partie qui concerne un peu euh, euh, la croissance de la banque. En quelques chiffres, tout ce qui est chiffres financiers, on présente les chiffres à fin 2019. Les chiffres à fin 2020 ne sont pas encore publiés. Ils le seront dans les délais légaux. On avait un capital social de 2,83 milliards de dirhams, un total bilan de l'ordre de 57 milliards de dirhams, le dépôt de la clientèle qui avoisine les 41,4 milliards de dirhams, des créances sur la clientèle qui sont de l'ordre de 43,6 millions de dirhams, un produit net bancaire, un PNB de 1,8 milliard de dirhams, donc 806 millions de dirhams, et un résultat net de 451,4 millions de dirhams. Aujourd'hui, le CIH, c'est quoi? C'est 318 agences. On voit qu'on couvre relativement bien l'ensemble du territoire national, l'ensemble de notre royaume. On a 500 guichets automatiques déployés. En plus de nos agences, on a développé un réseau de partenaires
externes qui permettent à nos clients d'avoir un réseau GAB relativement étoffé. On est aujourd'hui presque à fin 2020, 1,5 million de clients, dont plus de 60% sont actifs sur le digital. C'est une performance honorable. Ça veut dire que à peu près 900 000 clients aujourd'hui utilisent nos services digitaux. Et on a aussi une forte volonté de croissance. On a 360 000 nouveaux clients qui ont rejoint notre banque en 2020. Et on va dire, la particularité du CIH, c'est que 20% de ces clients ont fait leur entrée en relation en ligne. 20%, c'est l'équivalent de 60 agences. C'est ce que produit 60 agences. Donc, le digital est bien dans notre ADN et s'inscrit dans cette logique-là. CH Bank, c'est aussi 72 millions d'opérations par an. Donc, plus de 85% se font à distance entre le digital et l'analytique. Quand on parle du digital et de la monétique, ils se partagent, on est à peu près à 50% entre le digital et la monétique, c'est-à-dire 40% des opérations digitales et 40% des opérations monétiques. Ce qui dénote aussi notre volonté aujourd'hui de dire que notre client doit être servi un peu à distance, quels que soient les moyens. C'est-à-dire le passage à l'agence n'est vraiment qu'un passage occasionnel. Notre actionnariat, CH Bank aujourd'hui a au niveau de son tour de table deux gros partenaires, à savoir la CDG et le groupe Sanad Atlanta. CDG et Nasira Capital Management est une filiale de la CDG. Donc, on a à peu près 67% de notre capital qui est porté par la CDG, à peu près 12% qui est porté par le groupe Allmarcom et 20% qui est flottant en bourse. Donc, les actionnaires du CIH, c'est deux grosses institutions qui sont la CDG et le groupe Atlanta Sanad de l'assurance. Notre stratégie, donc, comme vous voyez, on a fait du digital un peu notre cheval de bataille et notre ADN. On vient de boucler en 2019 un nouveau plan stratégique pour les 5 prochaines années. Et donc, dans la continuité de ce plan, aujourd'hui, notre orientation est l'orientation de massification. Ce qu'on cherche à faire pour les 5 prochaines années, c'est de conquérir beaucoup plus de clients en misant sur l'innovation technologique et en misant sur le digital et en ayant une croissance sur la partie physique relativement modérée. Et plutôt que d'aller vers des modèles à 400, 500 agences, on reste sur un modèle assez restreint en nombre d'implantations physiques. Par contre, en termes de réseau automatique, ou en termes de guichet automatique de réseau, là, on va continuer à densifier notre réseau, à installer plus de guichets automatiques pour que le client puisse avoir accès à son compte. Donc, parallèle à cela, on est en train de développer un réseau alternatif à travers notre établissement de paiement qui aujourd'hui s'appelle l'Anacash et qui va commencer aujourd'hui à étoffer sa présence sur le territoire national. Voilà en quelques mots notre stratégie et qui sommes-nous. Donc, avant de vous présenter un peu notre vision, on va vous présenter un peu quels sont les moyens de paiement aujourd'hui qui sont les plus utilisés pour cette partie-là, pour cette partie, on va dire, de l'écosystème portuaire. Donc, on a des moyens de paiement classiques. On a le virement, le chèque, le prélèvement bancaire, la lettre de change normalisée. Et on a aussi des moyens de paiement électroniques, à savoir la carte bancaire, le paiement mobile, je vais en toucher un mot tout à l'heure un peu plus dans le détail, le paiement de facture via un agrégateur, à savoir comme le facturatif du CNI et la RDP. Voilà un peu aujourd'hui ce qu'on observe comme moyen de paiement relativement classique. À travers ce panorama, donc je vais donc présenter un peu le virement. Aujourd'hui, le virement est le moyen le plus simple de transférer l'argent d'un compte vers un autre.
Classiquement, les virements se faisaient à partir de l'agence, donc on se déplaçait à son agence pour dire merci de me livrer telle somme de mon compte vers le RIB autre. Et depuis l'avènement du digital, le virement se fait de plus en plus à distance. Aujourd'hui, au CIH, on a près de 90% de nos virements qui se font à distance. Il y a seulement 10% des virements qui se font au niveau de nos agences. Donc, généralement, quand on dit virement, il faut distinguer deux types de virements. Soit je suis en intrabancaire, donc dans la même banque, et là c'est généralement instantané. Dès qu'on passe dans un virement interbancaire, donc ça nécessite un passage par la chambre de compensation et on aura un délai de 48 heures avant que le compte bénéficiaire ne soit crédité. Il y a un projet en cours, un projet de place, qui est prévu pour fin 2021, qui est la mise en place des virements instantanés. Et l'idée de ce projet-là, c'est que quand je vais émettre un virement, mon bénéficiaire sera crédité en quelques secondes et vice-versa. Et donc, ça permet, on va dire, de renforcer la position du virement comme moyen de paiement plus important. Ensuite, il y a une autre variante du virement qui est le virement RTGS. C'est un virement qui est quasi instantané et il est dédié spécialement aux gros montants, c'est-à-dire les montants supérieurs à 10 millions de dirhams et qui sont par conséquent très, très coûteux. Donc, voilà en ce qui concerne le virement. Donc, à la fin, quand on passera un peu ce panorama des moyens de paiement, on passera en revue ces moyens de paiement, on essaiera de faire un petit benchmark en termes de capacité du moyen de paiement à répondre à notre besoin. Le moyen de paiement classique qui suit le virement, c'est le chèque. Tout le monde connaît le chèque, donc la définition que j'écris ici est une définition, on va dire, classique. C'est un document écrit par lequel le tireur, à savoir le client qui signe le chèque, donne l'ordre au tiré, à savoir une banque, à payer sur présentation et sans délai. C'est ce qu'on appelle le paiement à vue, un montant au bénéficiaire. Il faut savoir qu'au Maroc, la durée du chèque est de 1 an et 21 jours. Une variante du chèque, c'est le chèque certifié, et sur laquelle, on va dire, la banque qui va émettre le chèque bloque la provision correspondant sur le montant de 21 jours. L'avantage du chèque certifié, c'est que c'est quasiment de l'argent si on le présente dans le délai légal qui est des 21 jours, parce que la provision a déjà été préalablement bloquée. L'autre moyen de paiement est le prélèvement bancaire. Le prélèvement bancaire, c'est une opération par laquelle la banque accepte de payer à un organisme à la demande de son client via son compte bancaire. Pour ce moyen de paiement, celui qui initie le paiement, c'est l'organisme. Il est conditionné, bien sûr, c'est-à-dire que le client remet à sa banque une autorisation de prélèvement et c'est, on va dire, le soubassement juridique qui permet de, de réaliser le paiement. Ce moyen de paiement, il est adapté essentiellement à tout ce qui est régulier, notamment les échanges de crédit auprès d'un fournisseur ou d'un opérateur, tout ce qui est un caractère périodique. Les opérateurs, certains opérateurs téléphoniques, les fournisseurs ou la lettre de change normalisée ou communément appelée LCN, c'est aussi, est aussi appelée une traite, c'est la traite qu'on connaît, c'est un écrit par lequel une personne créancier d'origine, on appelle le tireur, donne à un débiteur appelé le tiré l'ordre de payer à une échéance fixe une certaine somme à une troisième personne qu'on appelle le bénéficiaire. La lettre de change, c'est l'effet de commerce. Elle n'est pas, c'est un moyen de paiement qui est destiné aux entreprises et non pas aux particuliers. À l'inverse du chèque qui est payé à la vue, la lettre de change, elle a certaine durée qui est une certaine, on va dire, une certaine particularité qui est sa date d'échéance et qu'elle ne peut être payée qu'à date d'échéance. Voilà en ce qui concerne les moyens de paiement, on va dire, classiques. Après, on présentera les moyens de paiement électroniques. Bon, la carte bancaire, tous les cartes bancaires dans la poche.
et la carte bancaire permet de réaliser un paiement ou payer ses achats chez un commerçant. Il faut que ce commerçant soit doté au préalable d'un terminal de paiement électronique, ce qu'on appelle communément le TPE. Le commerçant, pour qu'il puisse accepter les paiements, il doit être affilié à un réseau d'acceptation. C'est quoi un réseau d'acceptation? C'est-à-dire, au Maroc, le CNI. C'est un réseau qui permet d'accepter le paiement des cartes bancaires. On distingue deux types de paiements. On a le paiement qui se fait en insérant la carte dans le TPE ou soit un paiement sans contact, juste en déposant la carte sur le terminal. Et on peut imaginer aussi, et on peut avoir aussi le paiement e-commerce, le paiement sur les sites marchands, où là, on est en face d'un ce qu'on appelle un TPE virtuel. C'est le cas aujourd'hui des sites marchands. La carte, son problème, c'est que elle est plafonnée, elle ne peut pas être utilisée, voilà, sauf des cas particuliers ou des cas rares, euh, pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour limiter, donc elle est plafonnée pour limiter le risque, essentiellement en cas de perte de la carte bancaire. L'autre paiement électronique qui est en train d'arriver au Maroc, c'est le paiement mobile. Donc, une définition simple, donc le paiement mobile désigne toute opération de paiement effectuée depuis un téléphone mobile vers un autre téléphone mobile ou en effleurant un terminal de paiement compatible. Pour commencer à effectuer des paiements mobiles, il faut disposer d'un wallet. Un wallet, c'est quoi? C'est un portefeuille, excusez-moi, donc c'est un portefeuille électronique qu'on ouvre auprès d'un établissement de paiement. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, la Banque centrale, la Banque Maghreb, a autorisé près d'une dizaine d'établissements de paiement à émettre des wallets. Et chaque wallet correspond aujourd'hui à un numéro de téléphone mobile national. Cette solution de paiement mobile aujourd'hui est dans le stade de démarrage. Donc, on commence à peine à le déployer. Il y a à peine quelques milliers de transactions qui se passent aujourd'hui grâce à cet écosystème et qui est, donc, comme je dis, cette solution de paiement mobile est une solution qui est aujourd'hui encore en stade de démarrage et un écosystème est en train de mettre en place. Donc, ce paiement mobile peut se faire euh, soit d'un particulier vers un particulier, ce qu'on appelle le peer-to-peer, où je transfère, j'envoie de l'argent de mon mobile à un mobile de mon ami. Et le deuxième type de paiement, c'est le paiement commerçant. Je paye à travers mon mobile, je paye un commerçant. Il faut que le commerçant ait une wallet commerçant ou bien un TPE qui accepte le paiement mobile. C'est juste en déposant mon téléphone sur le TPE, donc le paiement peut passer. Donc, il faut noter que ce moyen de paiement convient essentiellement pour les petits paiements. C'est pas un moyen de paiement qui peut servir dès qu'on est des montants relativement importants. Le troisième mode de paiement qui commence un peu à prendre de l'ampleur sur la partie opération, et aujourd'hui, on peut euh, dire que en termes de volume, le, 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 le paiement facture via un agrégateur commence à dépasser les paiements monétiques. Donc, en 2020, on a une grosse croissance de ce type de paiement qui est très très proche du paiement de la monétique. C'est quoi le principe? C'est quoi le principe de ce paiement? Donc, ce paiement se base sur un agrégateur qui est au centre. Au Maroc, on a deux agrégateurs connus. On a Faturati du CNI et on a M2P aussi qui est un agrégateur. L'agrégateur, il met en relation les émetteurs de factures, c'est des gens qui veulent être payés, avec leurs clients à travers les banques. Le principe c'est quoi? Donc l'agrégateur offre une plateforme aux créanciers. Donc les créanciers viennent soit déposer leurs factures, soit ouvrir des API pour que l'agrégateur puisse consulter. Donc que ce soit des créanciers qui veulent recouvrer des factures, veulent recouvrer des factures ou des créances. Ça peut être des fournisseurs en domaine de service, notamment les fournisseurs des, des services régis ou électricité, que ça peut être des fournisseurs de télécom, ou ça peut être aussi aux administrations. Donc, on voit le paiement de vignettes qui passe aussi par ce système, on a les taxes, les impôts,
La conservation foncière aussi utilise ce système. C'est une passerelle de paiement multicanal. On voit bien sur le schéma qu'à travers Fatourati ou dans la banque, elle offre ce service sur tous ces canaux, que ce soit le guichet automatique, les points de vente physiques, le mobile payment, le e-banking, le centre d'appel, la borne, la boutique. Donc, on peut imaginer que tout peut se faire à travers cette plateforme Fatourati. Et en face, on a les fournisseurs, les administrations et les créanciers qui publient nos factures. Donc, c'est une sorte on va dire, d'agrégateur qui se met au milieu entre les clients et les fournisseurs. Donc, les banques, comme j'ai dit, exposent les factures des opérateurs sur les différents canaux, que ce soit les canaux physiques et digitaux, et le client peut ainsi payer ses factures directement depuis sa banque. Et un autre rôle qui est important, parce que l'agrégateur peut avoir deux casquettes, il a soit une casquette technique, et donc ça devient un agrégateur technique, mais aussi il a une autre casquette qui est un agrégateur financier. Donc c'est l'agrégateur qui lui-même euh, euh, s'occupe de, euh, de faire, de faire, de faire le paiement. C'est-à-dire que quand le client paye la banque débite le client et crédite l'agrégateur. Et c'est l'agrégateur qui, lui, par la suite, va créditer les, 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 les fournisseurs ou les créanciers. Voilà. Avec ce mode de paiement, on a fait le tour du panorama des paiements. Donc, euh, notre vision concernant on va dire le sujet, comment fluidifier et sécuriser le paiement au niveau de l'activité portuaire. Donc, nous, on considère qu'on a quatre défis, pardon, à relever. Pour accélérer l'adoption des paiements électroniques, il y a quatre défis qu'il faut relever. Il faut que ça soit simple et fluide. Quand je dis simple et fluide, il ne faut pas que ce soit compliqué, il faut que ce soit quelques clics, je puisse payer mes factures. Il faut que ça soit instantané pour que le client ou l'acteur puisse bénéficier de sortir la marchandise du port, par exemple, assez rapidement. La, troisième défi qui, qui, qui nous paraît important, c'est la garantie de renouveau. Moi, si je clique sur un écran et je dis que j'ai payé, il faut que l'émetteur de facture, ça peut être la douane, ça peut être les laboratoires de contrôle, ça peut être l'ANP, ben, ils doivent être sûrs que l'argent va arriver, pas obligatoirement dans la journée, mais au maximum à J+1. Donc, c'est ça, c'est le troisième, on va dire, défi à relever, c'est la garantie de règlement. Il faut que ça soit sans plafond, parce que on peut pas, ça peut être des petits montants comme ça peut être de très, très gros montants. Donc, il ne faut pas que ça soit plafonné, pour que ça puisse être, on va dire, relativement facile. Donc, l'ensemble des moyens de paiement qu'on a présentés précédemment ne répondent pas correctement à ces défis-là. Quand on fait un peu un tableau qui reprend euh, les moyens de paiement et on les rapproche à ces quatre défis ou à ces quatre challenges, on prend le virement en termes d'expérience client, il est relativement, correct. Parce que il suffit de rentrer dans mon application, d'appuyer sur le virement. Mais est-ce qu'il est instantané? Je ne pense pas, parce qu'il y a un délai de 48 heures. Et l'autre problème, il faut que la personne qui est de l'autre côté, l'entité qui doit recevoir le paiement, elle doit être notifiée en temps réel. Donc, le virement n'est pas notifié en temps réel parce qu'il faut aller consulter son relevé au niveau de la banque pour voir effectivement est-ce que ça a été crédité. Généralement, ça se fait à J+1, J+2. La garantie de paiement, oui. Donc, si le virement a été émis, il est sûr d'arriver. Et là, en termes de plafond, il n'y a pas de problème. Le virement peut aller jusqu'à 10 millions de dirhams sans problème.
La variante du virement qui est le virement RTGS, donc qui est le virement pour les gros montants. En termes d'expérience client, c'est pas bon parce qu'il faut se déplacer en agence pour pouvoir le faire. L'instantanéité elle-même est garantie, la garantie de paiement aussi. Par contre, en termes de plafond, il faut que le montant dépasse 10 millions de dirhams. Sinon, c'est trop cher et donc ça, le faire pour des petits montants, c'est pas indiqué. On a l'autre variante du virement, mais elle qui n'est pas encore sur le marché, qui est le virement instantané. En termes d'expérience client, on ne peut pas dire parce qu'on c'est pas encore sur le marché, donc on ne peut pas mesurer l'expérience client. Mais en termes d'instantanéité, ben, c'est le but. On est sûr qu'il est instantané. En termes de garantie de paiement, oui, donc on est sûr qu'il y a la garantie de paiement. Et le plafond aussi, donc je crois qu'il y a il n'y a pas de problème de plafond pour le virement instantané. Peut-être au démarrage, il y aura des plafonds, mais à terme, il n'est pas prévu qu'il y ait de plafond pour le virement instantané. Euh, Par contre, au niveau de l'instantanéité, ça n'a de sens, comme j'ai dit tout à l'heure, ça n'aura de sens que si le, l'organisme à payer ou l'émetteur de la facture est notifié en temps réel. Le quatrième moyen de paiement que nous avons, dont on a parlé, c'est le chèque. Bon, en termes d'expérience client, c'est assez simple parce que il suffit de prendre mon chéquier et de signer. En termes d'instantanéité, c'est pas bon. En termes de garantie de paiement, non, parce que le chèque peut ne pas avoir de provision. En termes de plafond, effectivement, il n'y a pas de plafond. Par contre, le chèque certifié, en termes d'expérience client, c'est pas bon parce que je dois me déplacer à ma banque pour aller certifier le chèque. Ensuite, en termes d'instantanéité, non. Par contre, la garantie de paiement et en termes de plafond, c'est relativement correct. La LCN, en termes d'expérience client, c'est correct. En termes d'instantanéité de garantie de paiement, c'est pas bon. Et en termes de plafond aussi, il n'y a pas de problème. Le prélèvement bancaire, en termes d'expérience client, elle est un peu complexe. Elle est pas top parce que je dois aller déposer l'autorisation de prélèvement, prendre l'autorisation de prélèvement de l'organisme, la signer, aller les déposer à la banque physiquement. En termes d'instantanéité, non. En termes de garantie de paiement, non, parce qu'un prélèvement peut être rejeté. En termes de plafond, il n'y a pas de plafond connu sur la partie euh, prélèvement bancaire. La carte bancaire, en termes d'expérience client, c'est très bien parce qu'il suffit de prendre sa carte et de payer, ou d'aller sur un site et de payer. En termes d'instantanéité, effectivement, le débit est instantané. Par contre, le crédit, lui, ne l'est pas. Il est à quelques jours, J+2 ou J+1. Par contre, la garantie de paiement, c'est sûr. Si je suis débité, le rôle du CNI est de garantir du switch et de garantir le paiement de la transaction. Le plafond, malheureusement, la carte, le plafond n'existe pas, le niche n'est des plafonds. Le paiement mobile, en termes d'expérience client, elle est relativement jeune, donc on peut pas la qualifier de correcte, donc elle n'a pas été rodée. Par contre, en termes d'instantanéité de garantie de paiement, c'est sûr. Et en termes de plafond, là, on est vraiment sur des petits montants. Et c'est même, les wallets sont plafonnés par la Banque centrale à 20 000 dirhams. C'est un moyen de paiement qui ne peut pas, à notre sens, servir ou être utilisé pour notre cas d'usage. Le, le dernier moyen de paiement, c'est l'agrégateur. La garantie de paiement existe, l'instantanéité existe, le plafond, effectivement, il n'y a pas de plafond. Là, par contre, à notre avis, là où on se trouve euh, un peu dommage, c'est qu'en termes d'expérience client, on le trouve relativement limite. Pourquoi? Parce que quand on veut effectuer un paiement via l'agrégateur, je suis obligé d'aller sur le, le site, récupérer une référence, aller vers la banque, l'introduire dans l'outil de la banque pour pouvoir faire le, le, le paiement. Et je dois le faire pour chaque facturier. Donc, il n'y a pas la notion de point d'entrée unique pour l'ensemble de l'écosystème portuaire. Donc, le rôle que jouent nos amis de Portnet de pouvoir faciliter l'échange et ce rôle d'agrégateur, on va dire,
entre les différentes parties prenantes de l'écosystème portuaire. Sur la partie paiement, on ne retrouve pas ça. Il faut aller payer une aide. Voilà en ce qui concerne un peu notre panorama, notre analyse de l'existant. Donc, une fois qu'on a dit ça, quelle serait notre vision? Donc, on a réfléchi en interne et on vous propose une vision. L'objectif de cette vision, c'est qu'on puisse vous donner des idées que vous devez creuser par la suite et qui vous permettent de trouver un peu la solution qui serait la solution la plus importante. On a identifié deux façons de faire. Donc, de toute façon, c'est le client qui initie le virement et qui initie le paiement. Soit il va l'initier à travers sa banque, qui, elle, va consulter un agrégateur qui lui va payer l'émetteur, ce qu'on appelle le mode push, soit en mode pool, donc se positionne comme banque, c'est-à-dire que c'est la banque qui reçoit, qui reçoit les fonds, qui reçoit la demande de débit, et ce n'est pas elle qui va les mettre. En mode pool, le paiement reste initié chez le client, mais là, le client est connecté à l'opérateur, à l'agrégateur. Lui va aller solliciter et la banque pour garantir le débit, et une fois que le débit est fait, va informer l'émetteur que le paiement a été fait. Donc, on va un peu détailler un peu plus rapidement un peu ces deux points. Donc, comment le mode push, comment on le voit? Donc, on a des agrégateurs qui publient leurs factures, des émetteurs, pardon, excusez-moi, qui publient leurs factures au niveau d'un agrégateur où là, elles mettent en place des API. Donc, publier ou mettre des API, ces deux modes sont relativement proches. Donc, le client rentre dans sa banque, sélectionne à moyen d'une référence de dossier commune, un dossier unique, toutes les factures qu'il aura, c'est-à-dire que le point commun entre les factures qui sont émises par les différents acteurs de l'écosystème auront une référence commune et donc permettront d'avoir une seule vue. Donc, le client, en effectuant un seul débit sur son compte, pourra payer plusieurs factures. Donc, une fois que le paiement est fait, donc la banque va notifier l'agrégateur pour lui dire j'ai bien débité mon client, donc tout va bien. Donc, elle dit tout va bien. Et donc, l'agrégateur aussi doit notifier l'émetteur de facture pour lui dire c'est bon, le paiement a été fait. Et donc, la banque, le soir, va virer les fonds à l'agrégateur. Lui va les reverser aux différents émetteurs. Voilà pour ce premier schéma. On voit bien que le client, à travers ces différents canaux, sollicite la banque, qui sollicite l'agrégateur, qui sollicite l'émetteur. Le deuxième mode de paiement, c'est à travers l'opérateur. C'est-à-dire que le client se connecte au site de l'émetteur, au site de l'agrégateur, ou au portail de l'agrégateur, pour vérifier l'ensemble des factures, pour consulter l'ensemble des factures et décider de payer. Et l'agrégateur va solliciter d'abord la banque pour débiter le client. Et s'il a, elle a le OK, elle va notifier le facturier pour lui dire, l'émetteur pour lui dire, voilà, la facture a été payée. Et donc, sur la partie financière, donc on a parlé tout à l'heure d'un agrégateur technique, sur la partie financière aussi, on sera amené à créditer, la banque va créditer l'agrégateur qui lui va reverser les fonds à l'émetteur. Donc voilà ce qu'on avait à vous dire aujourd'hui. Donc, comme j'ai dit au début de la présentation, on est là pour vous donner des inspirations, pour vous ouvrir un peu l'expérience un peu du paiement du CIH. Et voilà, donc je ne sais pas s'il y a des questions. Donc, pendant la présentation, je n'ai Oui, pas tout vu, à fait. je n'ai Merci, pas vu, Steven Luna, pas vu c'était la très riche. question. Oui, Merci. effectivement, il y a des questions, mais si vous pouvez désactiver votre micro.
Comme ça, il n'y aura pas d'écho. Donc, effectivement, il y a des questions, mais je vois que vous avez déjà fourni quelques pistes, notamment via l'analyse comparative. Donc, les challengers ont déjà quelques pistes, que ce soit en termes d'expérience client, ou bien d'instantanéité, ou bien de plafond. Donc, si vous permettez, on prend une première question de Madame Nihat. Alors, Madame Nihat, elle demande quel est le montant des transactions effectuées par paiement mobile à CIH Bank. Donc, Grace, si tu permets, moi, je vais répondre à cette question, puisque il faut savoir que le paiement mobile aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il est réellement démarré. Nous avons fait des tests pilotes avec des partenaires, mais on ne peut pas dire qu'il y a réellement des transactions qui sont relatives à des paiements. Aujourd'hui, le mobile payment est essentiellement pour du transfert d'argent. Donc, on parle de P2P, mais le P2B a du mal à démarrer parce que l'écosystème global d'acceptation est en cours de se mettre en place. La communauté vient de mettre en place un groupement d'intérêt économique pour accompagner les commerçants qui vont vouloir s'équiper de solutions de paiement mobile. Mais en termes de chiffre d'affaires, on ne peut pas parler de chiffre d'affaires parce que c'est quelques transactions. On parle ici de 10 à 15 transactions et c'est généralement des transactions qui sont des transactions pilotes. Donc, le mobile payment, il faut le voir comme une solution qui va prendre du temps à rentrer dans les mœurs du consommateur et du commerçant, mais on ne peut pas dire aujourd'hui que toute la place a des chiffres de transactions mobiles. Voilà, j'espère avoir répondu. Merci, Monsieur Agomi. J'espère que ça répond à votre question. Et je pense que ça répond également à la deuxième question qui est relative est-ce que les commerçants commencent à faire les chiffres d'affaires via leur wallet? Donc, ça va de même. Il faut, le mobile payment en globalité, oui, il y a certains commerçants qui font, notamment certains, dans le jargon, on parle d'agents détaillants, commencent à faire du chiffre d'affaires, mais ils ne le font pas par des transactions de paiement, ils le font via des transactions de transfert. Ça veut dire que la personne transfère via le canal mobile de l'argent à une personne physique vers une personne physique. Donc, le mobile payment a beaucoup de valeur ajoutée. Il ne fait pas que du paiement, il fait du transfert instantané, il fait aussi du paiement de facture puisqu'on est sur une technologie. Mais on est sur une technologie qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, va mettre du temps petit à petit. D'ailleurs, le taux d'équipement, on va dire, des gens en wallet mobile payment reste aujourd'hui assez faible. Donc, mais le fait que la communauté globale croit en cette technologie et le fait qu'il y ait ce groupement d'intérêt économique qui vient d'être constitué pour vulgariser le mobile payment, je pense que 2021 va être une année, on va dire, charnière pour pouvoir mieux équiper et accompagner les consommateurs. Et bien entendu, notre challenge juste pour accélérer toutes ces actions. Donc, il y a une contribution de la part de M. Benhioun, donc par rapport aux critères d'évaluation de l'adéquation d'un moyen de paiement au contexte B2B ou bien B2J, il faut prendre en considération les contraintes organisationnelles des entreprises qui payent et leur process de validation d'un paiement. Donc, c'est pour ça que la carte ou le mobile ne sont pas facilement utilisables dans l'absence d'un processus dédié. Donc, qu'est-ce que vous en pensez là-dessus? Il faut savoir qu'un moyen de paiement n'est juste, on va dire, la partie visible de l'iceberg. Un moyen de paiement, si on veut le banaliser ou vulgariser, c'est un débit-crédit. Tout ce qui concerne, on va dire, le circuit d'habilitation au sein même d'une entreprise. Je conçois que c'est le directeur financier qui initie l'opération, c'est le directeur général, par exemple, qui valide cette opération. On parle là de workflow et d'habilitation. Il est clair que le moyen de paiement doit s'intégrer dans une solution digitale ou dans une solution de workflow pour permettre à ces entreprises qui ont des organisations multiples avec un initiateur et un valideur ou plutôt plusieurs valideurs, on parle de matrice de pouvoir et d'habilitation. Donc, le moyen de paiement doit venir s'intégrer
vis-à-vis dans une organisation, dans une solution digitale, dans une solution web pour pouvoir l'utiliser. Mais le moyen de paiement, uniquement le moyen de paiement seul, n'est pas la solution, on va dire. Même s'il y a de l'instantanéité, il doit être accompagné par des solutions, on va dire, web, des solutions de workflow, d'habilitation, des matrices de tout. Plus, si tu as quelque chose à Oui, rajouter. oui, Oui, allez. je voudrais rajouter la question de notre ami Janelle. Effectivement, la carte et le mobile ne sont pas facilement utilisables. On comprend. Et d'ailleurs, c'est pour ça que qu'on les a mal, on va dire, notés, entre guillemets, dans notre présentation. Et c'est pour ça que pour moi, l'expérience client, on a eu l'occasion d'échanger sur le sujet, l'expérience client est quelque chose de très, très important. Il faut que ça soit simple, fluide. Ça veut dire quoi simple? C'est-à-dire que j'ai un seul endroit où je me connecte, bien sûr, moi, en utilisant tous les systèmes de sécurité, et que je puisse, en quelques clics, payer ce que j'ai à payer. C'est pour ça que l'idée d'avoir, je sais pas, je suis pas un expert du aéroport, du monde portuaire, mais est-ce que le fait d'avoir une référence de dossier unique, que je puisse aller afficher toutes les factures à payer, tout ce que je dois payer pour mon dossier au niveau d'un seul endroit, est faisable. Si on peut avoir un agrégateur d'API qui me permet de faire ça, je pense qu'après, le moyen de paiement, quel que soit le moyen de paiement utilisé, c'est vrai que le mobile n'est pas fait pour ça. La carte, effectivement, parce qu'on est dans une logique mais le vrai, c'est le débit du compte, que ce soit fait par la banque, au niveau de la banque, donc dans le système d'information de la banque, c'est à travers ces applis, ou là, à travers ce qu'on appelle aujourd'hui, il y a une tendance qui est en train d'arriver, ce qu'on appelle l'open banking, qui est très évolué à l'étranger et qui est en train d'arriver, mais lentement au Maroc, c'est que les banques ouvriront des API de paiement et que les agrégateurs pourront aller taper directement dans les comptes des clients, bien sûr, en respectant quelques normes de sécurité. C'est un peu le deuxième modèle qu'on a essayé de présenter, c'est-à-dire que nous, on va ouvrir nos API, les API bancaires qui permettent de débiter le compte du client, bien sûr. Qui dit débiter le compte du client dit qu'il y aura des autorisations préalables. Là, il a des échanges de clés de sécurité qui permettent de débiter. Et à ce moment-là, la banque pourra ouvrir son système pour que les gens fassent appel les API de paiement. Voilà ce qui concerne un peu la question de notre ami Janelle. Merci Sibinouna. J'espère que ça donne des éléments de réponse. Donc, en complément, donc, il y a également une autre question. Donc, contrairement au transfert d'argent, le paiement B2B et B2G nécessite une capacité de génération automatique des factures et d'échange en deniers et en EDI ou bien en API de la part des facturiers. Donc, nous avons encore beaucoup de défis à relever dans ce sens. Comment le CIH Bank verrait l'effort communautaire pour dépasser ce challenge, justement? C'est ce que j'ai dit, c'est ce que je venais de dire juste avant. Je pense que la question a été écrite un peu avant. Il faut effectivement, il y a un effort à faire. Il faut qu'il y ait un seul endroit où toutes les factures soient déposées. Donc c'est bien l'échange de données en EDI, en API. Donc à mon sens, et je parle sous le contrôle de Janelle, c'est vrai que Portnet aujourd'hui n'est pas un agrégateur financier, mais il est plus agrégateur, on va dire technique, il permet de faire des échanges entre les différents. Donc il y a peut-être un complément à faire à travers peut-être des gens qui ont des capacités aujourd'hui de faire de l'agrégation financière. Et je pense qu'on a déjà commencé, il y a des choses qui ont été commencées, mais c'est sur l'ancien modèle Faturati. Il y a peut-être quelque chose à faire sur ce côté. Voilà, c'était ça ma réponse. Et la question suivante, je suis en train de la voir, c'est sur l'open banking, si je viens d'en parler. On est en train d'investir, CH Bank est en train d'investir dans une plateforme d'open banking, mais la difficulté de l'open banking aujourd'hui, il faut que ça soit réglementé, parce que je dis réglementé, mais comment le dire? Pour que ça ait du sens, il faut que tout le monde roule. Quand on voit le modèle européen, il y a une directive, la DSP2,
ou PSD2, ça dépend si on l'a dit en français ou en anglais, qui oblige les banques à une date à ouvrir. Et quand on a toutes les banques qui ont ouvert au même moment, ben ça a du sens pour les startups à ce moment-là de développer des choses qui sont importantes. Mais si il n'y a qu'une banque qui va ouvrir son système, tant que c'est pas réglementé, c'est pas régulé, pas réglementé, c'est le terme régulé que vous cherchez, tant que c'est pas régulé, donc on va se retrouver sur des petites expériences par-ci par-là et non pas dans une approche globale. Et par contre, en ce qui concerne la loi de protection des données, ben, effectivement, quand c'est régulé, la première des choses à laquelle on fait attention, c'est le problème de sécurité et les problèmes légaux. Donc, ouvrir sans qu'il y ait un cadre réglementaire ou un cadre qui permet de protéger les données de nos clients, ben, ça va pas être possible. Et donc, quand on va ouvrir, vraiment l'accord préalable du client qui va nous permettre de les données. Pour, pour aller dans ton sens, Sidris, il faut savoir que l'open banking doit être absolument accompagné par un cadre juridique et réglementaire qui protège, on va dire, des données sensibles qui sont des données bancaires. Donc, à partir de là, l'open banking veut dire quoi? Ça veut dire que la banque ouvre des données personnelles et bancaires à une communauté qui n'est pas que la banque, mais ça peut être demain ou après-demain des startups qui font de l'agrégation de positions, de l'agrégation de quelque chose qui a besoin d'un mouvement financier. C'est pour ça que l'open banking en Europe a été cadré par une directive européenne qui n'est même pas une directive nationale. Et la directive européenne a mis à peu près 3 à 4 ans pour pouvoir voir émerger les premières applicatifs ou applications. Donc, l'open banking est quelque chose sur lequel on peut aller. On a fait, moi et Sidris, quelques opérations d'open banking avec des partenaires, notamment le CFG qui est un gros partenaire à nous, d'autres EDP qui sont partenaires à nous. Mais à un certain moment, il va falloir qu'il y ait un cadre réglementaire assez clair, fort, pour pouvoir protéger aussi le consommateur vis-à-vis de nouveaux entrants. Voilà. Par rapport à la dernière question, Hakim, donc il y a quelqu'un qui demande est-ce qu'on n'ouvre pas nos API aux startups? Si on les ouvre, mais on est en bilatéral. Oui, il faut dire que notre volonté depuis toujours, et c'est une volonté qu'on partage au CIH, ça a été toujours d'accompagner les startups, quelles que soient les startups. Et on n'a jamais fermé la porte aux startups. Et on a ouvert des API, notamment des API de mobile payment ou de transfert d'argent, par exemple, à plusieurs startups qui ont essayé certains modèles économiques. Donc, on n'est pas réticent à ouvrir nos API. Sauf que, comme tu dis, c'est du bilatéral. Pourquoi? Parce que c'est cadré sur un contrat, on va dire, juridique qu'on a imposé pour protéger autant nos clients et on va dire, les engagements et les devoirs des parties. Voilà. Donc, Sibnouna, il y a toujours la question. Vous avez abordé la DSP2 en Europe. Donc, Monsieur Zabil, il demande s'il n'y a pas d'initiative de mise en place des directives telles que la DSP2 en Maroc. Voilà. La Banque centrale a ouvert le chantier. Maintenant, comme a dit Hakim, il faut compter 2-3 ans. Ce n'est pas des directives qui sont simples à mettre en place. Pourquoi? Parce que si on veut être réaliste, ouvrir les positions des banques, ouvrir la DSB2 fait, on va dire, factuellement, fait que de nouveaux entrants deviennent des concurrents des banques. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus agiles des fois, ils vont faire des services beaucoup plus rapidement ou bien ils sont beaucoup plus prêts par rapport à une connaissance marché.
Donc, c'est des directives qui sont assez lourdes à mettre en place. Pourquoi? Parce que il y a de la concurrence qui se met en place, accepter des nouveaux entrants, pas des nouveaux entrants. Et le fait qu'on soit plusieurs organismes financiers ou organismes financiers spécialisés au Maroc, bon, il y a des discussions qui se tiennent. Je pense que la meilleure chose, c'est de s'inspirer de ce qui a été fait en Europe, d'ouvrir ce marché financier parce que ça peut avoir beaucoup de bonnes répercussions, même sur le domaine bancaire. Mais bon, pas tout le monde est sur les mêmes positions. Donc, c'est des discussions assez houleuses et c'est des discussions normales, on va dire. Mais ça va prendre un peu de temps. Merci, Abdelhakim. Donc, on prend une toute dernière question de la part de monsieur Benhioun, comme ça on reste dans le timing du webinaire. Donc, aujourd'hui, l'une des difficultés de sortir avec des frais forfaitaires par transaction au groupe de transactions. Donc, comme vous le savez, le montant des frais sont calculés en pourcentage des montants des factures et cela pénalise les facturiers et nous rajoute une autre couche de résistance au changement. Comment, à votre avis, on peut dépasser cela? Monsieur Benhouna, micro. Oui, oui, j'allume mon micro. Question très pertinente. Question très, très pertinente. Qui définit un tarif aujourd'hui? Qui définit un tarif? C'est le coût d'opération. Qui dit, donc, et plus on fait d'opérations, plus on va amortir les frais d'infrastructure. Donc, c'est une question de volume. Les volumes pourront faire baisser les coûts. Forfaitiser, effectivement, bah, ça dépend des investissements qui doivent être faits. Euh, Quand on prend la monétique, je me rappelle, il y a quelques années, on était à des taux de 6%. Euh, et quand on paye par carte chez un commerçant, le système de paiement prélevait 6% au commerçant. Et donc, c'était quasiment un partage de marge entre le commerçant. Et dès que la monétique a eu une vitesse croisière correcte, dès qu'elle a commencé à baisser ses tarifs, donc elle a eu plus de commerçants qui ont adhéré. Donc voilà, donc le business model est à travailler. Est à travailler. Maintenant, en face du business model, là, ce que j'avais dit lors de la réunion d'ouverture, c'est que les frais doivent être calculés sur la base de l'investissement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on perde de l'argent, il ne faut pas que l'écosystème perde de l'argent. Et aussi, il faut gagner ça par rapport aux frais qu'on gagne, c'est-à-dire que le client, quand il va pouvoir sortir sa marchandise plus vite, donc il va économiser sur le frais de stockage, sur les frais. Donc, quelque part, ça doit être du win-win. Donc, si je te fais gagner 48 heures, là, il faut bien qu'on partage un peu les gains de ces 48 heures. Il y a un business model, je n'ai pas de solution miracle pour cela. Il faut se mettre autour d'une table entre les différentes parties prenantes et mettre en place des commissions qui soient justes, le juste prix pour le service rendu. Voilà, j'espère avoir répondu à Pour, justement. juste pour parler, souvent la proportionnalité du paiement et quand est-ce qu'on doit payer parce qu'on n'est pas sûr, ainsi de suite, peut se résoudre aussi par des systèmes de paiement. Je sais que ça a un impact sur la trésorerie des entreprises quand on fonctionne par un système de provision de paiement, mais cela a un impact quand le délai, on va dire, de calcul définitif des droits et des restitutions est lent. Donc, on peut toujours voir comment on peut constituer une provision basée sur des calculs forfaitaires et une fois que le rôle ou le droit définitif est acquis, fonctionner en restitution en temps réel de cette réserve qui a été constituée. Merci, Omi, merci, c'est Benouna pour votre précieuse contribution. J'espère que Monsieur Benhioun, ça répond à votre question. Donc, je pense que notre webinaire touche à sa fin. Je rappelle juste à l'ensemble des participants que l'équipe CIH Bank nous accompagne tout au long du hackathon. Donc, le support de présentation, le replay du webinaire sera partagé avec vous via la plateforme. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. On reste toujours avec l'équipe CIH Bank. On reste là pour répondre à vos questions. Donc, voilà. Pardon, une dernière réponse parce que j'ai vu,
malheureusement, la présentation n'est qu'en français. On me l'a demandé en arabe et anglais. On va faire l'effort de Oui, j'allais dire justement. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions, que ce soit en anglais ou en arabe via la plateforme. On tâchera avec les mentors de répondre, que ce soit en anglais, que ce soit en arabe. Voilà. Merci, Monsieur Agoumi. Merci, Monsieur Benouna. Donc, je rappelle aux participants que vous avez jusqu'au 13 Merci à vous. pour déposer votre projet sur la plateforme et rester connectés pour connaître nos prochains webinars pour la semaine prochaine. Merci. Merci, Merci à tout le merci, monde. merci à tout le monde. Au revoir. Bon Au Au revoir. week-end. revoir. Bon week-end.